Bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence sur concevoir une place de marché avec WooCommerce. Donc, qui ici fait du WooCommerce? Ok. Qui fait du marketplace avec WooCommerce? Donc vous êtes à la bonne conf. Un sujet qui est en fait un sujet qui part d'un projet professionnel pour un client qui m'a demandé donc de refondre la partie éditoriale de son site et pour capter de l'audience et monter en puissance sur son business model, de développer un marketplace à côté. Donc l'idée, c'était de se dire, WordPress c'est très bien pour l'éditorial, on peut faire du e-commerce avec WooCommerce, mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à faire du marketplace? Donc c'est ce qu'on verra. Et voilà, ça sera déjà pas mal si on traite tout ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, c'est un sujet évolutif que je vais recycler. Donc je fais du recyclage de conf maintenant. Donc l'idée c'est que cette conf-là, vu qu'elle évolue en même temps que le projet que je fais, je la referai en septembre à Metz, pour ceux qui viendront à Grand Test Numérique. Je ne sais pas s'il y a des gens de Metz dans la salle. C'est green. Donc je me présente, je m'appelle Aurélien Denis, je suis consultant et développeur WordPress depuis 2010, je fais du WordPress depuis 2007, et puis je suis aussi actuellement trésorier de l'association WordPress francophone. Vous avez des goodies en haut super sympa, et entre autres choses que je fais aussi sur VP Channel, etc. Alors déjà, commençons par définir ce qu'est un... Venez, il y a des places, hein, asseyez-vous. Ce qu'est un marketplace. Donc, une place de marché, ou marketplace en anglais, c'est une plateforme web sur laquelle des vendeurs, donc plusieurs vendeurs, il n'y en a pas qu'un, proposent des produits ou des services, puisque effectivement on peut aussi vendre des services avec WooCommerce, à des acheteurs. Elles apportent une facilité de mise en œuvre technique et une visibilité accrue. Donc en gros, comme vous le savez tous, un marketplace, il y a plein de vendeurs, il y a plein d'acheteurs, ils vendent de tout, et l'intérêt pour le vendeur, finalement, c'est de se retrouver avec, de se concentrer uniquement sur vendre leurs produits, et on fait abstraction de la partie technique. Est-ce que je vais arriver à mettre en place une solution de paiement? Est-ce que je vais savoir gérer toute la partie de checkout, etc. Donc, voilà, le vendeur, lui, il fait abstraction de ça, ça lui fait des coûts moindres, il se concentre davantage sur rédiger des belles fiches produits et vendre, quoi, c'est son métier. Donc, pour citer quelques exemples, Amazon, évidemment, ça c'est classique. Airbnb, Etsy, ça c'est des objets, quoi. Enfin, je sais pas trop, moi j'y vais pas trop là-dessus. eBay, bon ça moi non plus j'y vais pas, mais c'est toujours connu. Et Envato, pour ceux qui font du ThemeForest, Code Canyon, tous ces trucs-là. Et j'en ai oublié un, en fait, il y a aussi WooCommerce.com, qui est un marketplace un peu fermé dans l'approche où maintenant on peut pas trop forcément proposer ses propres plugins WooCommerce, mais c'est un marketplace. Voilà. Donc c'est totalement intégré à leur plateforme. Alors, les écueils à éviter. Donc ça, c'est une liste qui n'est pas complète, c'est fait exprès, il faudra la compléter dans le temps, et ça part de mon expérience, donc je pense que vous pourrez après éventuellement agréger d'autres informations. Moi j'aime bien ce petit gif. Donc ça c'est, voilà, développer une place de marché, si on doit résumer, c'est rencontrer les mêmes difficultés techniques et légales que pour un e-commerce, mais vous multipliez par 10, ou, c'est tellement énorme après derrière ce que ça implique, que en gros si déjà un e-commerce on a beaucoup de contraintes, et bien là vous vous dites il y a autant de vendeurs que de contraintes. En gros c'est presque ça. Donc après ça dépend, on va voir comment on positionne le curseur. Je vais me concentrer aujourd'hui sur les difficultés techniques, VPTech oblige, mais aussi les difficultés légales qui sont extrêmement nombreuses dans la conception d'un marketplace. Et je pense que j'en ferai même pas le tour. Alors les aspects techniques. Donc certains reconnaîtront la citation de cet excellent film des années 70, voilà. Donc la première. Quand on fait un e-commerce, voilà, il y a la notion de paiement. Donc quand on va vouloir payer, vous atterrissez sur votre site, vous mettez votre carte, vous payez. Quand vous êtes avec un site classique, vous encaissez, c'est fini. Là, la difficulté, c'est que si vous êtes dans un marketplace, il faut payer votre vendeur. Et vous, au passage, en tant que fournisseur du service, vous allez prendre une commission. Donc, la difficulté, elle est au niveau comptable déjà. Parce que si vous encaissez tout l'argent
de votre vendeur et qu'après vous lui redistribuez, il va falloir gérer avec les jeux d'écriture comptable. Donc ça déjà, c'est pénible, mais alors grave pénible. Ensuite, il y a une deuxième approche que moi je suis en train de mettre en place. C'est dès la commande, en fait, dès que la personne clique sur payer, de faire un split. Une partie part directement au vendeur, sa part qui lui est réservée, et l'autre, c'est la commission, donc c'est pour celui qui met en place la solution de service. Donc ça, il y a des choses qui commencent à apparaître plutôt sympas. J'en parlerai après. Sinon c'est pénible. Et après, au niveau légal, on verra aussi que si vous encaissez de l'argent en votre nom, ça implique des choses. Gestion multi-vendeur en front ou back-office. Donc ça aussi, ça c'est une question à se poser. Si je fais un marketplace, comment mes vendeurs ils vont pouvoir administrer leurs produits, finalement leur petite boutique à l'intérieur de l'ensemble. Donc soit vous allez leur fournir une interface sur mesure intégrée à votre site, donc plutôt en front, avec des choses assez réduites qui vont se connecter à WooCommerce, soit vous dites, non, je vais plutôt directement les envoyer sur le back habituel de WordPress, avec une interface réduite, et au moins on n'aura pas à recréer une interface en front, et ça sera peut-être plus simple. Donc ça, c'est un choix à faire. On peut peut-être combiner les deux, mais voilà. Donc ça, c'est déjà pas mal de boulot, parce que il faut... Soit vous êtes sur l'interface WordPress et à ce moment-là, vous n'allez pas la refaire, mais plutôt l'alléger en termes de fonctionnalité. Par contre, si vous faites vraiment une interface front, à ce moment-là, il va falloir se poser les questions du UX, tout ça. Est-ce que c'est facile à utiliser? Est-ce que on va pas prendre un panel de testeurs, de vendeurs pour qu'eux, après, ils testent la plateforme, ils se disent ouais, non, j'y arrive ou j'y arrive pas. Enfin, c'est vraiment du temps en plus à prévoir sur les tests. Puisque finalement, s'ils n'aiment pas la plateforme, ils n'iront jamais sur votre marketplace pour vendre. Après, il y a la gestion des frais de livraison, parce que chaque vendeur a sa politique de frais de livraison. Donc déjà que c'est pénible sur un site e-commerce où vous livrez en France, à l'étranger, en relais, en colissimo, en je ne sais pas quel transporteur, avec des prix différents, pourquoi pas selon le poids, la quantité, selon le type d'utilisateur qui est connecté, etc. Eh bien là, chaque vendeur, lui aussi, il a sa politique. Donc il va falloir essayer de le mettre en place, soit produit par produit, soit vendeur par vendeur. Ou alors imposer des choses. La fiscalité par vendeur. Alors ça aussi, hyper touchy, puisqu'en fait, si vous vendez, il faut gérer la TVA. Et qui dit gestion de la TVA, dit que potentiellement, ça on y reviendra, selon chaque vendeur, il va falloir gérer s'il est à taux réduit, à taux plein, s'il va en France, s'il va à l'étranger, s'il est en export ou tout ça. Et là, on rentre dans des gros casse-têtes. Mais on peut le faire. Et après, quid de l'internationalisation? Alors ça, c'est même carrément une question, même WooCommerce native. Dès lors que vous développez votre marketplace, si ça marche bien, vous allez vous poser la question, j'aimerais bien le faire en anglais, j'aimerais bien aller conquérir de nouveaux marchés, ou le faire dans une autre langue. Donc là, on va pouvoir faire du multilingue. Qui dit multilingue dit, oui, mais si je fais à l'étranger, est-ce qu'on est dans les mêmes devises? Est-ce qu'on a les mêmes législations, etc. Donc c'est aussi un gros sujet à se poser. D'autant plus que nativement, on n'a pas grand-chose sur WooCommerce vraiment pour faire ça. Donc la solution technique, donc WooCommerce, des extensions premium, il y en a quelques-unes, on va les voir. Un thème sur mesure. Alors moi c'est vrai que si vous me parlez de thème premium, en général, j'ai du mal. Surtout pour du e-commerce, pour des questions de perf, pour des questions de SEO, pour des questions de design aussi. Et d'autant plus ça devient, plus on imbrique des choses dans le projet, plus faire du sur-mesure, vous maîtrisez vraiment ce que vous faites, c'est quand même intéressant. Et aussi, il y a pas mal de code derrière à faire. Voilà. Donc, en solution. Ce que je préconise, c'est déjà WooCommerce avec Stripe Connect. Donc, Stripe Connect, en fait, c'est un peu l'outil qui va vous permettre aujourd'hui de faire le paiement des commissions, notamment le split que je parlais tout à l'heure à la commande. Donc, Connect de Stripe, c'est le nouveau système qui est pensé pour ça. Donc si vous voulez faire du marketplace aujourd'hui, Stripe Connect, c'est un peu le truc indiqué. PayPal, personnellement, j'oublie, parce qu'ils avaient une solution qui était Payment Adaptative, je crois, qui est out, quoi, depuis septembre. Et le problème auquel j'ai été confronté, finalement, c'est que les extensions c'était basé sur PayPal. PayPal a arrêté la solution, les extensions, les développeurs ont dit, c'est foutu. Ouais, mais bon, il faut bien verser les rétrocommissions à ces vendeurs. Donc, anticiper plus sur cet aspect-là avec une solution qui est plus d'avenir que sur du PayPal qui est un peu rétro.
Après, au niveau de l'extension que moi j'ai testée pour faire la partie marketplace, au sens, ben voilà, au-dessus de WooCommerce, vous allez avoir une interface de gestion avec des fonctionnalités qui sont propres à faire de la vente par plusieurs personnes. Donc il y a l'officiel, enfin l'officiel au sens, elle est vendue par WooCommerce, c'est WooCommerce Product Vendor. Je l'ai utilisé jusqu'à présent, je vais m'en débarrasser, je pense, voilà, pour être honnête, parce qu'elle est trop limitée. Et je pense me diriger vers celle de chez Wizims, enfin je ne sais pas si on dit comme ça, oui, Wizims, WooCommerce Multivendor, qui elle va présenter l'avantage d'être interfacée avec Stripe Connect. Donc voilà, ça sera tout en même plutôt intéressant. Mais c'est pas encore sorti, tout à fait. Voilà. Et Product Vendor, voilà, c'était assez basé sur du PayPal et ils n'ont toujours pas envisagé de faire évoluer ça. Donc du coup, les gens qui l'utilisent sont un peu coincés, sauf à se développer un truc maison, et il faut avoir le budget. Alors pour la TVA, notamment si vous vendez des... ouais, ça peut être d'ailleurs pour des produits... pour choper les taux automatiquement des autres pays européens. Si vous vendez en Europe, ça on le verra dans les aspects légaux. Pourquoi je suis passé par cette solution qui est plutôt indiquée pour du produit virtuel? Mais voilà, parce que ça récupère donc les taux TVA des différents pays et ça les met à jour quand il y a besoin. Voilà. Donc ça, il y a de l'indé gratuit pour ça. Et après de l'ACF. Voilà. Donc clairement, il y aura des champs à rajouter à différents écrans de votre parcours d'achat, dans l'interface, dans les espaces vendeurs. Un exemple, je pense que j'en parle après, ça va être pour fournir des conditions générales de vente, en plus des vôtres, en plus du marketplace, le vendeur peut en avoir. Donc c'est bien que, lors de la commande, la personne valide également cet aspect-là. Voilà. Donc ça, avec un ACF, ça le fait très bien, ou vous pouvez faire du from scratch aussi, évidemment. Et ben voilà, recours massif au hook, donc soit des extensions, soit de celles de WordPress, pour pouvoir injecter un petit peu vos propres fonctions, parce qu'il faut vraiment pas se leurrer, sur du marketplace, il faut faire grave du code quand même, ça se fait pas comme ça, quoi. Alors là j'ai un exemple, voilà. Bon, ça c'est un site que c'est le projet que je suis en train de faire, c'est de la joaillerie de luxe en fait sur des montres et des bijoux, quoi. Et donc là en fait ça c'est Product Vendor qui en fait injecte automatiquement vendu par. Donc c'est ce que vous voyez sur Amazon et les équivalents, on voit qui c'est qui propose le produit, c'est quand même assez important. Et quand on clique dessus, on va se retrouver avec la page un peu l'espèce de mini boutique à l'intérieur du marketplace qui présente l'ensemble des produits du vendeur. Donc pareil au checkout, après vous savez qui c'est qui a vendu et vous avez le calcul des coûts de livraison ici qui sont après calculés produit par produit ici. Parce qu'il y a vraiment des particularités. Donc ça dépend des pays dans lesquels le vendeur peut livrer, ça va dépendre du coût, comment il le facture, si c'est à la quantité, au poids, etc. Donc toutes ces politiques de prix, il faut les gérer. Moi ici c'est produit par produit carrément. Mais on pourrait aussi pourquoi pas le faire vendeur par vendeur. Voilà. Les prix sont vrais pour info. Ça c'est ce que je disais pour les conditions générales de vente au checkout avec un petit ACF. Alors pourquoi un ACF? Parce que du coup, pas pour injecter ici la petite checkbox, mais plus pour en back pour avoir le petit champ latex area. Voilà. Et ici, ça c'est avec Product Vendor de WooCommerce, ce que ça donne, là c'est une gestion donc en back-end. Voilà, si vous faites du front ou du back, ou l'un ou l'autre, donc voilà, ça c'est ce que ça donne pour le vendeur. Le choix avait été fait tout simplement de ne pas se casser la tête à refaire une interface en front, de ne pas avoir à la maintenir. Et finalement, comme WordPress c'est quand même assez connu, il y a pas mal de gens qui en fait ont déjà touché aux interfaces pour mettre du contenu sur leur site à eux, donc ça passe plutôt bien. Voilà. Et je voulais surtout éviter d'avoir une surcouche, comme on le voit sur certaines extensions que j'ai pas citées. Il y a des extensions marketplace, il y avait des surcouches graphiques de partout, et en gros, ça va durer 2 versions de WordPress et c'est foutu, quoi. Donc, alors voilà, la vraie question à vous poser d'un point de vue technique, c'est où c'est que vous placez le curseur. C'est est-ce que vous allez vers finalement de la flexibilité pour l'ensemble de vos vendeurs, donc vous les autorisez à tout faire, donc maximum de fonctionnalités, donc ça coûte évidemment beaucoup plus cher, ou alors vous dites ben non, on va essayer d'imposer des standards pour tout le monde, de les faire rentrer dans les clous, et à ce moment-là, on industrialise beaucoup plus et ça coûte évidemment moins cher. Est-ce que ça va pour les aspects techniques? Ok. Aspect Lego. On va prendre un petit peu d'eau. Alors, c'est vrai que c'est plus de la technique dans le cadre du VPTech, mais les aspects Lego, quand même, c'est hyper important.
Donc pour ceux qui font du latin, la citation dessous signifie « nul n'est censé ignorer la loi ». Et c'est là où en fait on commence à pleurer. Non mais clairement. Donc déjà, est-ce que vous allez faire du B2B ou du B2C? C'est pas pareil. Les lois sont pas les mêmes. Donc ça c'est la vraie question. Donc est-ce que vous vendez entre vendeurs ou est-ce que vous vendez aussi à des clients plus classiques? Alors après, il y a le cadre légal de manière générale, c'est le foutoir. Honnêtement, c'est une zone grise. Ça dépend où c'est que votre marketplace est réellement implanté. Donc où est votre siège social à vous en tant que marketplace? Où est celui de vos vendeurs? Et où est celui de vos acheteurs? Donc en gros, il y a peut-être 3 pays, peut-être 3 continents même. Dans mon cas, moi, le marketplace il est en Suisse, les clients sont partout dans le monde et les vendeurs aussi. C'est horrible. Du coup, ça impacte sur la gestion des factures. Parce que du coup, qui facture? Est-ce que c'est votre vendeur? Est-ce que c'est vous au nom du vendeur? Et en fait, le vendeur n'apparaît nulle part. Donc ça montre un petit peu une image, ben voilà, vous êtes sur mon marketplace, voilà. Donc après derrière en compta, il faut être raccord. Qui va gérer les retours clients s'il y a un problème? Est-ce que c'est vous qui allez faire le support? Est-ce que non, j'ai pas que ça à faire, j'envoie direct à la marque? Et en cas de litige, comment ça se passe d'un point de vue, là aussi, conditions générales de vente? Là, il faut vous blinder de chez blinder. Ça, c'est le truc, mais c'est même pire que tout, quoi. Je pense que j'ai beaucoup dit que ça craignait sur le dos. Donc CGV spécifique à chaque vendeur, en plus de vos propres CGV, voilà. Donc ça c'est hyper important. Et appliquer le bon taux. Alors la fameuse question de la TVA. J'ai pas mal analysé les solutions. Donc la première a été de se dire, il y a trop de cas de figure, il faut trouver une solution en SaaS qui va nous sortir le bon taux de TVA lorsqu'on va faire le checkout. On n'a même pas à se poser la question. Alors, selon que l'acheteur va être dans tel pays, selon que le vendeur est fiscalement de telle manière. Alors, il y a des solutions, TaxJar, Avalara, tout ça. Le problème, c'est que ça ne répond pas aux besoins, ou alors que c'est très cher, ou alors on m'a clairement dit au téléphone, après discussion d'1 heure avec leur service client, que finalement, vous ne devriez pas faire ça. Et que on m'a expliqué, puisque la personne avait bossé chez Amazon et sur la partie marketplace notamment, qu'en réalité, concrètement, il faut appliquer le taux de TVA selon la situation fiscale du vendeur. Donc là, du coup, je découvre un peu les choses. Et la situation fiscale du vendeur, c'est quoi? Eh bien, votre vendeur, selon un quota de vente à l'étranger, d'ailleurs, je peux l'afficher juste après, voilà, il y a des seuils par pays. Les seuils ne sont pas les mêmes en fonction des pays. Donc s'il est en dessous du seuil, la loi dit, alors je parle de la loi française, attention, si vous êtes encore dans un cas de notre pays en tant que vendeur, c'est encore une autre loi. Mais en France, la loi dit, si je ne me trompe pas, s'il y a un avocat dans la salle qui me corrige, en dessous du seuil, il peut appliquer la TVA de son pays d'origine. Donc si vous êtes France, vous pouvez mettre du 20%. Mais au-dessus du seuil, vous êtes censé appliquer le taux du pays de livraison. D'où mon plugin tout à l'heure de calcul de TVA selon là où se trouvait l'acheteur pour lui appliquer le taux. Mais il peut aussi décider d'appliquer tout le temps le taux pays de livraison, même s'il est en dessous du seuil. Donc ça, c'est déjà tordu. Donc là, pour le projet, nous, on s'est dit, non, on va tout le temps appliquer en fait en dessous déjà. Pourquoi? Parce que c'est très compliqué d'aller voir le vendeur, surtout sur ce type de produit. Quel est ton niveau de situation fiscale? Donc combien tu vends? Ça, en général, déjà qu'on est content de les ramener sur son marketplace, qu'ils mettent les produits, bon. Donc là, vous voyez, c'est un peu open bar. L'Allemagne, c'est 100 000. La France, c'est... je la vois même plus. Ben non, la France n'y est pas, évidemment. Mais voilà, c'est n'importe quoi. Donc il y a même des pays. Ici, il y a le cas, je crois que j'ai mis... la Hongrie, en fait, ils n'ont pas l'euro, mais ils ont le droit d'avoir cette loi. Voilà, il y a une petite astérisque dans la loi. Donc je vous ai mis le lien, juste la slide d'avant. Oui, qui se retape tous les animations. Ok. Donc c'est un sacré casse-tête, et en plus les seuils changent. Voilà. Donc prévoyez que vos solutions soient évolutives dans le temps, hein, parce que clairement... Et le problème de ça, c'est que c'est compliqué d'obtenir l'information. Auprès de qui? Est-ce qu'il y a un cabinet d'avocats qui peut être spécialisé dans ces questions spécifiques marketplace, dans les cas de litige, dans les cas de TVA, de tout. Donc voilà, la vraie question à vous poser, c'est est-ce que je suis hors la loi? Oui, vous le serez, clairement. Un site aujourd'hui marketplace 100% légal,
À moins d'avoir une armée comme chez Amazon de gens qui sont là pour gérer ces aspects-là, c'est compliqué, c'est très compliqué. Alors après, il y a quoi? Ah oui, ben voilà. Donc trouvez-vous un avocat spécialisé, clairement. Donc c'est du budget, voilà, toujours pareil. Hein. D'ailleurs, je crois que... Ouais, non, je me souviens pas. Il y avait un renvoi tout à l'heure, j'ai parlé des plugins où il fallait utiliser les hooks pour les parties e-commerce. Il y a une conf tout à l'heure qui parle de ça, justement. Donc allez-y, je ne sais plus qui c'est qui la propose, j'ai pas mes commentaires. Voilà, donc question à se poser pour éviter le casse-tête. Donc limite, on aurait pu le faire au début, ça. Donc déjà, question classique e-commerce. Vous vendez quoi sur votre site? Des produits ou des services? Ou les deux? C'est pas pareil. Quelle zone de couverture? Alors conseil, voyez le plus petit possible. Réduisez votre ambition par 10. Clairement. Donc déjà, si vous faites sur un pays, ça sera déjà très bien. Si ça marche, voyez comment ça prend. Moi, je regrette dans mon projet actuel que la problématique soit pas comme ça, mais je peux pas y couper. Mais clairement, c'est pénible. Et surtout qu'il y a les pays zone euro, hors zone euro, donc zone euro, Union européenne. Il y a ceux qui sont pas dans l'Union européenne, mais qui sont dans l'OECE. Donc déjà là, vive ceux qui ont suivi des cours dans leur vie d'institutions européennes. Les devises, est-ce que vous vendez en euros, en dollars, dans plein d'autres devises? Ou est-ce que vous faites une devise pour tout le monde et après les gens ils se débrouillent? Et il peut y avoir des vendeurs qui vont vous dire non, moi ça sera qu'une devise, et je ne changerai pas. Ah ouais, mais la marque, elle serait bien de l'avoir sur mon marketplace, ça me ferait une bonne pub. Donc là, vous dites le curseur, où c'est que je le mets? Toujours pareil. Quelle réglementation juridique? Donc toujours essayer de comprendre dans quel cadre on intervient. Et est-ce que du coup je peux appliquer ces règles à l'ensemble des vendeurs ou pas? Donc le mieux, ça serait que tout le monde fasse pareil. Alors non, j'ai un truc à ajouter quand même. Un autre point à ajouter aussi que j'ai rencontré là-dessus, dans les questions à se poser, c'était sur les vendeurs. Ouais, j'ai oublié. Je crois que j'ai oublié. Réglementation, ensemble des vendeurs. Ouais, ben si ça me revient, peut-être dans les... Ah oui, si, par rapport à la question technique de gérer du multidevise. Donc en fait, clairement, sur WooCommerce, il y a 2-3 extensions qui potentiellement sembleraient faire ça. Je suis pas chaud bouillant, honnêtement. Je pense que la meilleure approche serait de faire du multi-boutique en multi-site, pour justement avoir nativement la gestion de la devise dans l'interface WooCommerce. Parce qu'après, la difficulté que j'ai pas réévoquée ici, c'est que plus vous rajoutez des briques, plus c'est compliqué. Parce que vous avez déjà le socle de base WordPress, donc pour de l'éditorial, on va dire, des trucs classiques. Après, vous mettez le socle WooCommerce. Après, vous mettez le socle Marketplace. Donc, plus ça grossit, en fait, plus vous devez vous contraindre, en fait, sur tout ce qu'il faut embarquer. Et autant, il y a des extensions qui, des fois, ou du code que vous pouvez faire qui va être compatible pour le niveau 1 du socle, mais autant après, plus vous augmentez, et moins ça devient compatible. Donc, ça devient de plus en plus long après en phase de test. Donc, voilà. Donc, et c'était pour les questions aussi multilingues qu'on pouvait se poser. Parce qu'après, on peut faire multilingue, multidomaine, multisite, multidevise, multiboutique et tous les multis, quoi. Voilà, je vous remercie. J'ai du temps? Bon, mes questions. Avec plaisir. Avec plaisir. Au fond. Pour parler, toi. Ouais. Tu fais forcément donc du multidevise, tu l'as dit, du multilingue aussi, j'imagine. Multidevise, un projet en cours, je ne l'ai pas fait justement, mais c'est peut-être qu'on va le faire. Ok, mais, pour le multilingue, tu as une préco? Plutôt WPML, plutôt polylangue? Ici, je ferai du multilingual press. Pour pas m'embêter, pour vraiment être dans une app. Parce que déjà, faire du multilingue WooCommerce, alors oui, avec Polylang, pourquoi pas. VPML, non. Polylang, oui, mais j'ai pas super bien testé et je pense qu'il n'est pas là, il pourrait vous en parler, celui qui le crée. Moi, après, je serais plus en approche multisite, là, ouais, via Multilingual Press, qui est gratuit, et pour éviter de me poser des questions de compatibilité à tous les niveaux. Voilà. Okay. Mais après, c'est pénible. Ok, et une question facturation. Mon client, il achète un produit à 100 sur le marketplace. Ouais. Toi, tu prends 5 de commission. Ouais. La facture que toi, tu lui envoies, c'est juste la facture de 5 pour ton fee? Bah, le client, oui, il faut lui envoyer la facture de ce qu'il a payé. Ouais, alors justement, est-ce que c'est ton vendeur qui envoie la facture de 95 et toi, tu as une facture de 5? Ou est-ce que tu fais une facture de 100?
Non, là, ici, c'est celui qui gère le marketplace qui envoie en son nom la facture. Et qui après rétrocède le versement au vendeur. De ce que je me souviens. Ok. Mais on peut faire un peu tous les cas. Et il faut essayer de faire celui qui se rapprochera déjà du cadre légal et de ce que aussi vous pouvez faire en tant que avec votre banque aussi. Il y a des choses comme ça à tenir compte. Au niveau de l'encaissement, des fois, c'est pénible. Mais ouais, je crois que c'est ça ici. Il faudrait que je recreuse. Ok, merci. D'autres questions? Oui, devant. Ma question, c'était pourquoi la Suisse et quel canton spécifiquement? Bon, mes clientes sont en Suisse, voilà. Donc voilà, pas le choix. Et c'est sur Genève. Et je dirais pas le nom. Oui. Bonjour. Pour les questions beaucoup plus juridiques, on avait vu sur d'autres présentations, justement la question se pose toujours, et encore plus sur ces sujets. Est-ce que vous avez des exemples bien précis ou alors des personnes ou des professionnels justement qui se spécialisent sur ces sujets-là, parce qu'à chaque fois on finit toujours par se débrouiller, puis on finit par se convaincre qu'on fait bien, alors qu'en fait, quand on demande à un spécialiste, justement, on est très souvent dans l'illégalité en fait, par rapport aux questions qui vont être vraiment très spécifiques, puisqu'on peut pas être spécialiste nous et du code et du légal. Est-ce que vous avez des gens qui pourraient faire ça bien? Non. Des gens qui se spécialiseraient? Je ne connais pas et je suis preneur de ce genre de coordonnées. Voilà, comme beaucoup de monde. Surtout si en plus la personne peut gérer dans une approche internationale, ça c'est souvent plus compliqué. Après, ce que je pourrais dire là-dessus, c'est auprès de vos clients, exagérez bien sur le côté devoir de conseil. Effectivement, vous êtes agence web ou freelance ou dans ces métiers-là, c'est pas votre boulot d'aller d'aller faire du droit, même si vous êtes l'interlocuteur privilégié auprès du client pour dire attention, là on fait telle ou telle fonctionnalité, ça soulève telle et telle question. Alors déjà qu'en ce moment on a les RGPD, on a les lois sur la TVA. C'est ça que je pensais, ça passe en plus ce mois-ci. Voilà. Ouais. Eh bien, je pense que les juristes doivent bien s'amuser avec ça. Mais ouais, il faudrait que ces deux univers se recroisent un petit peu. Parce qu'il y a normalement sur cette loi justement, c'est les entreprises, quand on a des clients, mettons des entreprises qui doivent avoir une personne spécialiste sur le sujet. Oui. Mais les clients eux-mêmes vont tendance à demander aux codeurs comme on est multicodeur. Ouais, c'est ça. Voilà. Il faut avoir les ressources aussi pour le faire. Merci beaucoup. Personne d'autre? Moi j'avais une question, vous parlez tout à l'heure des paiements. Comment est-ce que vous gérez les remboursements à la fois donc l'expiration du cadre, on va dire du délai de rétractation légale? Au niveau paiement, dans ce qui est prévu, c'est que vu que c'est par Stripe, ça doit renvoyer dans le bon sens normalement. Voilà. C'est pas hyper testé encore. Et sur la partie légale, déjà on s'assure, on vérifie déjà qu'en termes de remboursement, il y avait la notion déjà avant tout de quand il y a un litige, voilà, on vérifie que la personne en face elle a bien le produit livré avant de payer déjà le vendeur. Il y avait ça qu'on voulait mettre en place, même si là au split on va pas le faire. Non, après le remboursement c'est à voir avec la marque et ce que veut faire le marketplace en termes de politique aussi, quoi. Voilà, c'est comme ça que je le vois. C'était peut-être pas ça la question. Non, mais c'est qu'après c'est difficile à gérer comme comme il y a une commission avant et un reversement derrière. C'est pas comme une boutique classique. Oui, tout à fait. C'est cet aspect-là parce qu'en fait l'argent il appartient pas au marketplace. Ouais. C'est au vendeur qui est. Oui. Donc si ça doit repasser par le marketplace pour aller au client final. Je crois qu'ici on avait décidé, alors c'est comme c'est un cas qu'on a traité un peu longtemps, que la marque se débrouille en fait. Mais en fait le truc c'est que le marketplace lui il faut qu'il délègue au maximum aux vendeurs après tous les cas à gérer. Sinon ça devient une usine compliquée. Ouais.
Mais c'est pas clairement établi. Non. Enfin, si vous gérez, enfin là, c'est le marketplace qui facture le client, oui. Mais le client doit s'adresser à la marque. Enfin, c'est très litigieux comme. Dans tous les cas, comme principe, c'est pas toujours facile, non. J'ai pas meilleure réponse. C'est un point, je pense que dans Dernière question là-bas, si tu peux. peux passer le micro, Aurélien. Oui. Après, on arrête les questions, on les fera en direct. Oui, merci. En complément de ça, comment est-ce que vous gérez les fraudes et les assurances? Parce que vu ce qu'on a vu comme exemple, ça peut devenir très, très intéressant comme cas de figure. Alors, sur les fraudes au paiement, donc ce qu'il y a d'intéressant, c'est vu qu'on passe par Stripe uniquement, ils ont dans leur solution Stripe Radar qui marche plutôt bien. On a eu le cas sur un paiement à 16 000 € qui n'était pas passé. Ça avait l'air louche, effectivement. Donc ça, c'est un premier truc qui, dans Stripe, est fourni, qui est bien. Après, il faut surveiller, hein, c'est toujours pareil. Moi, je pense que le plus dangereux, c'est sur la partie paiement. Voilà, c'est clairement là. Après, ce qu'il faut s'assurer, c'est que les vendeurs livrent bien aussi les produits, parce que ils sont pas toujours au fait de dire ah mais j'ai pas reçu le mail, est-ce que je m'y connecte souvent au marketplace ou pas. Donc il faut faire ce suivi-là pour pas créer de l'insatisfaction client. Voilà, après on est dans des règles. Après au niveau technique, WordPress, on va faire de la sécurité habituelle, on va faire les développements comme il faut, on va voir aussi sur le socle l'hébergement, enfin ce genre de choses quoi. Après ça va être de l'e-commerce assez classique en fin de compte sur cette. Mais cette notion, voilà, suivre bien les vendeurs, ça c'est ça qui va être le plus long quoi. Voilà ce que je pourrais répondre. Merci beaucoup, Aurélien.